À la une de l'actualité ce soir, manifestation ce matin de Kolgwego à la sortie ouest de Ouagadougou. Très vite, la police ramène l'ordre sur la voie. Des jeunes du quartier Zongo ont bloqué la nationale numéro 1, route de Bobo Dioulasso, pour exiger la libération de Kolgwego interpellé à la suite d'une manifestation samedi dernier. Et puis le commerce de peau d'âne, une activité lucrative dans la province de la Kossi. L'activité prend de l'ampleur et inquiète dans la région, surtout que les vols d'âne sont légion. Pourquoi cet intérêt pour la peau d'âne? Élément de réponse dans ce journal. À Dori, la cité des forces vives, construite à l'occasion des festivités du 11 décembre 2013, a changé la physionomie de la ville. Mais le quartier manque de certaines infrastructures, comme des écoles et des canalisations pour drainer l'eau des pluies. L'insécurité s'ajoute à la liste des problèmes connus par le quartier résidentiel. Constat dans cette édition d'une de nos équipes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, deux personnalités reçues cet après-midi à Kosiam, le palais présidentiel. Il s'agit de Patrick Bretou, le commandant des forces Barkhane, et du secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger. Les deux personnalités sont allées parler de terrorisme, mais aussi de gestion des ressources en eau sur l'étendue du bassin du Niger. Le résumé avec Mounira Kéré. Le commandant des forces Barkhane quitte son commandement à la fin du mois de juillet prochain. Au président du Faso, Patrick Bretous est venu faire le point des opérations menées contre le terrorisme dans le cadre du partenariat qui existe entre la France et les pays du G5 Sahel. J'ai donc pu lui faire un point de situation de la situation sécuritaire. Ainsi, et nous avons aussi évoqué toutes les opérations transfrontalières que nous menons de part et d'autre des frontières, notamment entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, mais aussi entre Mauritanie, Mali et Niger et Tchad. Donc globalement, moi j'observe que la menace a été diminuée dans toute la zone sahélienne grâce aux actions combinées des armées du G5 et de Barkhane. Si Patrick Bretous est venu faire le point de sa mission, Toubta Bogena, elle, est venue témoigner sa reconnaissance au président du Faso pour avoir soutenu sa nomination à la tête de l'autorité du bassin du Niger. C'est de remercier de vive voix son Excellence, Monsieur le Président, pour le rôle déterminant qu'il avait joué lors de ma nomination à Cotonou par les chefs d'État de l'ABN. Et c'est depuis 5 mois que les chefs d'État m'ont donné la clé d'une institution et il est de mon devoir de faire un état de lieu. Toubta Bogena a saisi l'occasion pour soulever les difficultés auxquelles l'ABN est confrontée et dit être rassurée car elle a reçu du président du Faso des conseils pour la réussite de sa mission. Toujours au carnet d'audience du président du Faso, le directeur général du département des relations extérieures et de la coopération de la principauté de Monaco reçu ce matin. Elle est allée discuter coopération avec Roch-Marc Christian Kaboré. Le point avec Kadissa Nougo. La directrice générale du département des relations extérieures et de la coopération de la principauté de Monaco chez le président du Faso. Avec Roch-Marc Christian Kaboré, les échanges ont porté sur les relations d'amitié et de partenariat entre Monaco et le Burkina Faso. Notre visite porte d'abord sur l'entretien de nos relations d'amitié avec le Burkina Faso, puisque vous savez peut-être que notre souverain, le prince Albert II, est venu en visite officielle il y a quelques années, et donc il en a gardé un très bon souvenir, et nous souhaitons entretenir ces relations d'amitié avec le Burkina Faso. Et ensuite, nous avons aussi un partenariat stratégique de coopération au développement avec le Burkina, qui date de plus de 10 ans. Et donc, nous venions également renforcer, réfléchir sur les orientations futures de ce partenariat, à un moment où le Burkina, dans sa transition démocratique, a besoin de toutes les forces pour relancer son économie, répondre à l'aspiration des jeunes, renforcer la dynamique sociale de ce pays. Donc nous voulons témoigner notre sympathie et le fait que le peuple monégasque se tient aux côtés du peuple burkinabé dans ce projet ambitieux et que nous soutenons. La principauté de Monaco a à son actif plusieurs projets au Burkina. On peut citer la protection civile, la formation professionnelle et la lutte contre la drépanocytose.
Je vous le disais en titre, la police a ramené très vite l'ordre ce matin sur la nationale numéro 1, route de Bobo-Dioulasso. Un groupe de jeunes du quartier Zongo, se réclamant des Kogluego, avait bloqué la sortie ouest de la ville. Ces jeunes exigeaient la libération de certains d'entre eux interpellés à la suite d'une manifestation samedi dernier. Konsoum Koulibaly, Frédéric Etienne Bassenga. Course-poursuite sur la nationale numéro 1, nous sommes à la sortie ouest de Ouagadougou, précisément dans le quartier de fortune appelé Zongo. Il est 11 h. Selon les riverains, des manifestants ont bloqué cette voie depuis 8 h, réclamant la libération des Kolgowego interpellés lors des récents affrontements entre jeunes de Rimkita et Kolgowego du quartier. Ce qu'il y a, on veut qu'on n'a qu'à nous laisser dans la paix seulement. Sinon, c'est pas facile. Depuis ce matin, il n'y a pas travaillé. Or qu'à Ouaga ici, il faut travailler avant de manger. Mais si tu n'as pas utilisé pour travailler, comment tu vas faire? C'est un peu compliqué. Donc on veut qu'on n'a qu'à libérer la route là seulement. Tout ça va se passer bien. Moins d'une heure a suffi à la CRS pour rétablir l'ordre sur cette portion de la nationale numéro 1. C'est un rendez-vous d'échange sur les processus. Et puis la Commission nationale électorale indépendante tire le bilan des élections couplées législatives et présidentielles ainsi que municipales. Elle a convié toutes les parties ce matin pour identifier les insuffisances à combler. L'idée est d'aider à améliorer l'organisation des futures échéances électorales au Burkina. Explication, Tanga Robert Kafando. C'est un rendez-vous d'échange sur les processus électoraux passés. Pendant 2 jours, 3 principaux thèmes seront abordés. Il s'agira de la participation de la CENI et de ses démembrements dans la mise en œuvre du processus électoral 2015-2016, de l'implication de ces parties prenantes dans les scrutins et aussi du cadre normatif des élections. Pour les responsables de la CENI, le but de cet atelier est de capitaliser les acquis de ces élections afin d'améliorer l'organisation des prochains scrutins. Notre souhait, c'est de donner la parole à l'ensemble des acteurs, qu'ils aient l'occasion de s'exprimer, de nous dire ce qui est bien. Il n'y a pas de souci si c'est bien, mais ce qui est perfectible. Nous allons ensemble identifier ce qui est perfectible et on va écrire ce que les gens disent, on va laisser à la génération future. Le succès enregistré par la Commission électorale et ses partenaires a été apprécié sur le plan national et international. La CENI se réjouit donc de la bonne tenue des élections et déplore quelques problèmes qui ont entaché le processus, telle la non-tenue des scrutins municipaux dans les communes de Zogoré, Burum et Beguedo, et aussi les récents événements qui sont survenus à Karangasso-Vigué et à Kanchari. Dans l'actualité ce soir, les projets et programmes ont achevé ce mardi après-midi les 7e assises de leur assemblée générale. 2 jours durant, ils ont revu le système actuel de gestion de ces projets et programmes. L'évaluation faite en 2013 et en 2014 indique une mise en œuvre en deçà des attentes. Seulement 40% de taux d'exécution. La rencontre recommande la simplification des procédures de passation de marché et davantage de rigueur dans la gestion. Nyarkitida. Au cas par cas, les performances de chaque projet ont été passées en revue. Du développement rural à la souveraineté de l'État, en passant par le social et les secteurs de production, les projets et programmes affichent des fortunes diverses. Il faut alors revoir la copie, recommande fortement ces 7e assises des projets et programmes de développement. On s'est rendu compte certaines fois qu'il y a une pléthore de projets avec un manque de pilotage, avec une insuffisance de coordination, avec une insuffisance en matière de suivi, mais en matière aussi d'évaluation d'impact. Tout cela a mené effectivement la réunion à attirer l'attention sur l'importance d'avoir vraiment un nombre limité de mécanismes de coordination au sein des ministères pour renforcer la gouvernance et la responsabilisation des différents intervenants. Les acteurs s'accordent à dire que les projets et programmes doivent être des outils pour développer le pays. Pour cela, les participants interpellent le gouvernement à une réforme conséquente des projets et programmes, dont la problématique question de la passation des marchés publics. L'épineuse question des marchés publics et des éléments connexes identifiés comme étant les principales contraintes qui plombent la performance de nos projets et programmes font l'objet d'attention particulière de la part du gouvernement. À ces 7e assises, un nouvel engagement est pris avec au centre
un devoir de rendre compte régulièrement afin de situer les responsabilités. Les projets devraient être orientés vers des investissements structurants et qui reposent sur le PNDS, le Plan national de développement économique et social, a insisté le ministre d'État Simon Compaoré au nom du chef du gouvernement. Un projet qui s'exécute bien cependant, la composante eau-assainissement du programme présidentiel d'urgence du Burkina Faso. Lancé il y a 3 mois, le ministre de l'eau et de l'assainissement est allé constater le niveau d'exécution des travaux sur le terrain. Ce 27 juin, Ambroise Ouedraogo était à Komki et Pala et à Pabri dans la région du centre. Et ce qu'il a vu autorise l'espoir. Les choses ont bien démarré. Les prévisions sont en passe d'être atteintes, que ce soit dans les fourrages ou les latrines. Constat avec Moumouni Soubeiga. Un forage en pleine réalisation, nous sommes à Sogué dans la commune rurale de Konki-Ipala. C'est un projet du programme présidentiel d'urgence eau et assainissement. Dans cette commune, 10 forages équipés de pompes à motricité humaine seront réalisés d'ici fin septembre 2016. La concrétisation de ce programme est saluée par les bénéficiaires qui ont traduit leur reconnaissance aux autorités. Après Sogué, le ministre Ouedraogo et son équipe ont mis le cap sur Salé dans la commune de Pabré. Ici, 70 latrines familiales sont en exécution. Dans la région du centre, nous avons 4 types de prestations. La réalisation des ouvrages neufs, notamment des forages neufs, la réhabilitation des forages, ainsi que la prestation relative aux ouvrages d'assainissement, les latrines familiales. Et enfin, une étude de faisabilité d'une AEPS dans la commune rurale de Kouré. Là, à ce niveau, on est toujours en attente de publication des résultats. C'est la première sortie et déjà le ministre affiche une note de satisfaction. Le premier forage pratiquement dans la région, pour ne pas dire dans la province, est fait. Il reste juste les travaux de finition. La partie assainissement, l'objectif est aussi connu, plus de 340 000 latrines familiales à faire pour les 5 ans. Nous sommes satisfaits du début des travaux. 113 forages et plus de 7000 latrines ont déjà été réalisés. 0 corvée d'eau d'ici à 2020, c'est l'objectif visé et le département en charge de l'eau et de l'assainissement compte tout suivre de près pour respecter les engagements et soulager les populations. Depuis le 25 mars 2015, le Burkina Faso a adopté une loi qui oblige certaines catégories de personnalités à déclarer périodiquement leurs biens. Mais il n'existe pas encore un formulaire de déclaration des biens actualisé et conforme à la loi. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption décide alors de combler le gap. D'où un atelier qu'elle organise depuis ce matin à Ouagadougou. Compte rendu Mounira Kéré et Konsoum Koulibaly. La nouvelle version du formulaire de déclaration d'intérêt et de patrimoine est en cours de validation. L'ancien formulaire ne prenait pas en compte toutes les exigences de la nouvelle loi anticorruption. Une loi qui fait obligation aux personnalités concernées de faire la déclaration de biens à l'entrée en fonction, mais aussi d'actualiser annuellement cette déclaration. Le formulaire qui existait et qui était administré par le Conseil constitutionnel, nous nous rendons compte que beaucoup d'aspects du patrimoine n'étaient pas pris en compte. D'où la nécessité d'actualiser le formulaire pour permettre de saisir tous les aspects du patrimoine de l'intéressé afin de mieux apprécier l'enrichissement de la personne d'une année sur l'autre. Le nouveau formulaire de déclaration des biens prend également en compte les patrimoines des conjoints et des enfants mineurs. Tous les enfants mineurs seront déclarés également avec ce qu'ils ont en termes de compte, en termes de biens que vous leur avez donnés, et les biens de votre épouse aussi devront être déclarés. 8 catégories de personnalités sont concernées par la déclaration des biens. Il s'agit entre autres des membres de l'exécutif et du Parlement, des magistrats, des responsables d'institutions, des maires et des membres des commissions de lotissement. Pour assurer la cohérence des interventions des acteurs du développement durable et garantir l'efficacité économique et la viabilité environnementale dans toutes les actions de développement, le Burkina Faso a adopté en 2014 une politique nationale de développement durable. Mais la politique manque de stratégie et de plan d'action. Ce lundi, le ministère en charge de l'environnement a soumis aux acteurs réunis à Ouagadougou
2 projets de documents portant stratégie et plan. On fait le point avec Draman Dadian et Jean Zongo. Quelle stratégie pour une meilleure mise en œuvre de la politique nationale du développement durable PNDD? Ce document cadre a été adopté en 2013, ses lois d'orientation en 2014. Reste à présent la stratégie et le plan d'action. 2 référentiels déjà élaborés par le ministère en charge de l'environnement, avec l'appui technique et financier de la FAO. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de tenir en compte, si vous voulez, l'environnement national et international, mais également la mise en œuvre de l'ensemble des objectifs du développement durable, des fameux 17 objectifs du développement durable qu'il s'agit de mettre en œuvre. Et cet effort aujourd'hui, dans cet atelier, est la concrétisation d'un travail qui a été fait et qui devra être suivi et consolidé par la mise en œuvre effective de cette stratégie et de ce plan d'action national. L'ensemble des acteurs du développement du Burkina sont ici pour parfaire ces documents soumis à leur appréciation. Vous savez, document une fois validé, nous sommes dans un contexte mondial marqué par la signature des accords. Le Premier ministre l'a signé à New York. Nous allons à la COP22, qui sera la COP de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Nous pensons détenir un outil, un plan d'action pour aller vers la mise en œuvre de la contribution déterminée du Burkina Faso en matière de changement climatique. Sur le chemin du développement durable, le Burkina est donc sur le point de franchir une étape décisive. Dans l'actualité ce soir, le commerce de peau d'âne, une activité lucrative dans la province de la Kossi. L'activité prend de l'ampleur et inquiète dans la région, surtout que les vols d'ânes sont légion. Constat sur place avec Drissa Traoré et Amadou Lougué. Des centaines de peaux d'âne entassées ici. Nous sommes dans la Kossi, une province où le commerce de la peau d'âne connaît des proportions inquiétantes. Nous assistons ce matin à l'abattage d'un âne à Nouna. L'animal est littéralement assommé avant d'être égorgé. Image que nous avons décidé de ne pas vous montrer. C'est quelqu'un qui nous octroie les fonds. Nous abattons l'âne et nous remettons la peau à l'intéressé. Seuls les bénéfices issus de la vente de la viande nous reviennent. Direction Touba, à seulement 2 km de la frontière du Burkina avec le Mali. Samou Koïta travaille pour une société étrangère qui lui octroie des fonds pour l'achat des peaux d'âne. Avant, j'ai eu 89 pots. Ils ont venu ramasser ça. Et puis donner 3 millions aussi. Et après ça, j'ai eu 101 pots. Ils ont venu ramasser. Le troisième là, ils ont venu trouver 69 pots. Bomborokui, un autre village de la province de la Kossi. Dans cette boucherie, pas un seul jour sans viande d'âne dans la marmite de Simon Traoré. Quand je commençais l'activité, la peau d'âne coûtait seulement 1500 francs. Aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 37 500. Mais aujourd'hui, ce compagnon fidèle à l'homme n'est plus à la portée du cultivateur moyen. Si ton âne de trait meurt, il te faudra débourser parfois 75 000 francs CFA. Et si tu es pauvre, tu ne peux plus avoir un âne. Au niveau de, par exemple, la commune de Dédougou, les Chinois même ont élu domicile. Ils se sont installés et ils sont en train de négocier un partenariat avec la mairie pour exploiter justement l'abattoir frigorifique de Dédougou aux fins d'abattage d'âne pour avoir les peaux. Et il m'est revenu qu'en tout cas dans ce projet de partenariat, leur projection c'est abattre environ 200 ânes par jour. Une pratique qui a priori n'a rien d'illégal. L'âne reste pour l'instant une espèce non protégée au Burkina Faso. Face au développement du phénomène, les plus hautes autorités sont en train de se pencher là-dessus pour essayer de voir quelles mesures il faut prendre pour encadrer l'exploitation de cette espèce. Le commerce de la peau d'âne a créé une insécurité totale dans la province de la Kossi. Les vols d'âne sont devenus monnaie courante. À Dori, dans le Sahel du Burkina, la physionomie de la ville a changé du fait de la réalisation de nombreuses infrastructures. Ces infrastructures réalisées lors des festivités de la fête nationale en 2013. La Cité des Forces Vives fait partie de ces réalisations.
Mais le quartier résidentiel manque de certaines infrastructures essentielles. Constat avec Jean Zongo et Aboubakar Sayon. De belles villas et de beaux duplex. La ville de Dori n'a jamais été aussi coquette. Nous sommes à la Cité des Forces Vives, un héritage de l'organisation en décembre 2013 du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Ici ont été logés des centaines d'invités lors de la commémoration de la fête nationale. 3 ans après, de nombreux ménages se sont installés. Cette famille fait partie des premières à aménager dans de nouveaux quartiers. Il y a beaucoup de voisins et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, quoi. On a des marchés, on a des boutiques, il n'y a pas de problème. Et vraiment, ça va, quoi. Tout n'est pourtant pas rose. Les habitants de la Cité des Forces Vives disent être confrontés à de nombreuses difficultés, au premier rang desquelles l'insécurité. Vraiment, la nuit, on a des difficultés parce qu'avec les voleurs, voilà, les voleurs là nous amènent. Parce que même la fois passée, ils ont pris la moto de mon mari. Voilà, l'année passée. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé. S'il pleut, on n'a pas là où l'eau va passer. Le défaut de la Cité de Forces Vives à Dori ici, c'est parce qu'il n'y a pas une école à côté. C'est tout. Pour que nos enfants puissent fréquenter. Voilà, il faut toujours les déposer, revenir. Dans ce quartier résidentiel, on ne trouve pas que des ménages. Certaines villas sont occupées par des ONG, des services déconcentrés de l'État et des entreprises privées. Selon les informations recueillies sur place, les frais de location varient entre 500 000 et 200 000 francs CFA en fonction du standing de la villa. À Lumbila, et là nous sommes dans l'Oubritanga, bientôt un centre de formation polyvalent de la Croix-Rouge verra le jour. Ce centre va former les jeunes dans des métiers. La pose de la première pierre est intervenue hier lundi en présence de Souleymane Sanou et de Oumar Zambré. Voici ce à quoi va ressembler le futur centre de formation polyvalent dont la première pierre est symboliquement posée ici à Lumbila sur ce site qui appartient à la Croix-Rouge burkinabé. Ce centre a une triple vocation, celle d'éduquer, de former la jeunesse et d'autofinancer les projets de la Croix-Rouge. Les formations que nous voulons initier ici, c'est d'abord les premiers secours, c'est l'hôtellerie, la restauration et le maraîchage et le sport. Et il y aura des logements où les gens vont payer quelque chose qui vont permettre à la Croix-Rouge de financer d'autres projets. Quand vous regardez les prestations que vont offrir le centre, vous voyez qu'il y a une place pour les personnes en situation de difficulté. Il y aura la prise en charge de la famille de l'enfant dans ce centre. Bon, c'est de l'humanitaire et ça rentre dans les objectifs de notre ministère. Ce centre de formation polyvalent est financé par la Croix-Rouge de la Principauté de Monaco. Le centre va coûter une somme relativement importante, mais je crois qu'au-delà de ces montants, ce qui est important, c'est la mobilisation de tous pour pouvoir faire naître ce centre, en faire un centre qui soit durable, qui soit profitable, qui réduise les inégalités sur le long terme. À la fin des travaux, c'est un bâtiment R+3 et une vingtaine de chambres d'hôtes qui sont attendues sur ce site. Une salle sera aussi aménagée pour accueillir des manifestations, événements et congrès. Après Lumbila, direction Bobo Dioulasso dans le Oué qui aura dans quelques mois son village artisanal. Les travaux de construction sont en cours et ce lundi, le ministre du Commerce et de l'Artisanat est allé constater l'avancement. Constat avec Amadou Lougué. La pose de la première pierre est intervenue en février 2015. 16 mois après, les premiers bâtiments du village artisanal de Bobo Dioulasso sont sortis de terre. Et cette réalisation représente la première phase du projet. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de cette visite-là, parce que les réalisations, en réalité, ont été très bien menées d'abord. Les devis estimatifs, descriptifs, ça a été très bien mené, et puis donc nous voyons la première œuvre déjà. Sur financement du budget de l'État et de la Chine-Taïwan, le projet de construction du village artisanal de Bobo Dioulasso est estimé à plus de 7,5 milliards de francs CFA.
Et présentement, 5 milliards 700 millions de francs CFA sont attendus pour finaliser l'ensemble des travaux et mettre l'infrastructure à la disposition des artisans. Je peux vous assurer qu'une fois qu'on a commencé ce projet de village artisanal de Bobo, on ne peut pas arrêter à ce moment. Il y a la deuxième phase, il y a la troisième phase. Bon, je crois qu'on va accompagner le gouvernement burkinabé à réaliser 100% de ce projet. L'infrastructure devrait contribuer à la croissance économique de la région des Hauts-Bassins et au rayonnement de l'artisanat burkinabé. Cinéma à présent, un patron qui succombe au charme de sa stagiaire, une idylle qui arrive à briser le foyer du patron. C'est la trame de l'histoire que nous raconte un jeune réalisateur burkinabé. Son film « À l'ombre de la passion », une satire de la société moderne. Issaka Ouedraogo et Haruna Maré sont allés voir la première de ce film, Images et émotions. Un patron envoûté répudie sa femme pour sa maîtresse. C'est un fait divers porté à l'écran dans ce film À l'ombre de la passion. Une passion née entre un patron monogame ensorcelé par une stagiaire célibataire. Une flamme qui va consumer son foyer en dépit du conseil avisé de son père. La leçon qu'on pourrait tirer, c'est qu'il faut aimer les gens pour ne pas chercher à retirer les maris des autres et vivre en paix dans la famille. C'est un film réalisé en djoula et sous-titré en français. Un choix qui vise à obtenir un meilleur rendu des comédiens et promouvoir les langues nationales par le biais du 7e art, selon le réalisateur. Ce long métrage s'inspire d'une histoire vraie, selon Ado Noël Bambara. Il s'agissait de l'histoire d'une femme qui avait envoûté un monsieur et qui, après le mariage, après disons 3-5 ans de mariage, n'arrivait plus à supporter le monsieur parce qu'elle ne l'aimait plus. Et dans le même temps, elle avait trouvé un autre homme dont elle était tombée amoureuse et elle cherchait à se débarrasser du premier qu'elle a envoûté, mais elle n'y arrivait pas. Ça nous a motivés à vouloir faire un film là-dessus. 53 millions de nos francs ont été nécessaires pour la réalisation de ce premier long métrage. Il promet déjà une suite afin de permettre aux cinéphiles de vivre pleinement le dénouement de l'histoire. L'acteur italien de western spaghetti Bud Spencer est mort. L'artiste s'est éteint ce lundi à l'âge de 86 ans. Il avait partagé l'affiche de nombreux body movies avec son compatriote et complice Terence Hill. Il s'appelait Carlo Pedersoli, mais il était connu sous le nom de Bud Spencer. L'acteur italien est décédé ce lundi à l'hôpital à l'âge de 86 ans. Avant d'être acteur, il était nageur de haut niveau ayant participé 2 fois aux Jeux Olympiques. Un physique imposant et une spécialité au cinéma, la distribution de baffes. Un exercice dans lequel Bud Spencer excellait avec son compère Terence Hill. Un duo comique et attachant. Ensemble, ils tournent 18 films, dont de nombreux western spaghetti. Le succès populaire est au rendez-vous, même si le monde du cinéma aura tendance à le snober. Depuis l'annonce du décès de Bud Spencer, les hommages se multiplient. Le ministre italien de la Culture a ainsi salué un grand interprète ayant réussi à divertir des générations entières. Et puis pour terminer ce journal, la revue de presse de Aimé Solange, Guigma, ce mardi, les quotidiens reviennent sur l'affaire des militaires radiés et leur rencontre prochaine avec le président du Faso. Également, les journaux se sont intéressés aux déboires judiciaires de la famille Sassou Nguesso aux États-Unis. Aimé Solange, Guigma, pour la revue de presse. Les journaux du jour nous annoncent que la marche silencieuse des militaires radiés a porté fruit. Une rencontre avec le président du Faso est prévue pour le 1er juillet, indique Notre Temps. Il s'agira pour les soldats radiés de se faire représenter par une délégation de 8 personnes, précise aujourd'hui au Faso. Lors de leurs multiples sorties, nous rappelle le quotidien, ils ont demandé pardon à toute la population, à toutes les couches socio-professionnelles, aux autorités coutumières et religieuses.
Leur seul espoir, rejoindre les rangs de l'armée ou être intégrés dans l'administration publique, même si ce n'est pas dans l'armée. L'essentiel qu'ils soient sous tutelle du ministère de la Défense renchérit notre temps. À l'international, les quotidiens se sont intéressés au déboire judiciaire de la famille Sassou aux États-Unis. Le quotidien nous apprend que la femme du chef de l'État Antoine Sassou Nguesso est convoquée par des avocats aux États-Unis. Cette action, explique le pays, intervient suite à la plainte d'un homme d'affaires anglo-libanais qui entend recouvrer une vieille créance qui date du début des années 90. Ce sont de beaux ennuis en perspective pour le clan Sassou Nguesso, déjà en proie avec l'affaire des biens mal acquis, dira le journal. Aux Congolais de leur côté de se réveiller et de jouer à fond leur partition, suggère le pays. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.